Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce H de Breakfast du 27 juin, organisé par Bretagne Développement Innovation pour l'animation de la filière hydrogène renouvelable en Bretagne. Ce matin, nous aurons le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants, quatre en tout, pour échanger concernant les projets bretons et puis autres nouveautés du secteur de l'hydrogène. Alors, je démarrerai tout d'abord par, quelques informations générales. J'aurai ensuite le plaisir de donner la parole à Benjamin Le Gouriérec, chef de projet, hydrogène Valourec Énergie, qui nous présentera la boucle H2 Hydrogène Bretagne Nord, donc nommée Armor Hydrogène. Ensuite, nous donnerons la parole à monsieur Bruno Laurent, élu de la CCI des Côtes d'Armor, qui pourra nous présenter le projet de décarbonation maritime Estebam, projet de décarbonation, transition énergétique de barges méthylicoles. Pour poursuivre avec Guy Alfegali, business developer chez Terrega Solutions, qui est également partenaire d'Armor Hydrogène et qui nous proposera une présentation d'une formation qui s'appelle Immersion au cœur de l'hydrogène. Et enfin, nous clôturerons ce temps d'échange par une présentation par Francis Gagny, responsable territorial Bretagne de l'ANFA, donc de la place de l'hydrogène dans la compétition automobile et notamment à l'heure des 24 heures du Mans. Voilà. Donc, sans plus attendre, je démarre avec quelques informations générales. Tout d'abord, je tiens à vous informer que nous avons lancé, pas plus tard qu'hier, avant-hier, pardon, une étude nommée Waste to H2. Donc, c'est une étude des projets de production d'hydrogène à partir des déchets. Et donc, cette étude abordera à la fois les volets réglementaires, mais également économiques, business model de ce type de projet. Donc, l'étude doit démarrer en août, fin août, pour une fin à la fin de ce semestre 2025. Vous voyez l'enveloppe budgétaire, bien entendu, tous les éléments sont sur Imegalis. La date limite de réponse, c'est le 16 juillet. Et écoutez, nous sommes à votre disposition via la plateforme Imegalis pour répondre à l'ensemble de vos questions concernant cette étude. Bien entendu, je rappelle qu'il est possible de répondre en groupement pour cette étude. Et voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous remettrai le lien de l'étude dans le chat tout à l'heure. Rencontre semestrielle filière H2 en Bretagne. Donc, vous pouvez également prendre date pour le 10 juillet à Colpos. Ça avance, ça arrive très vite maintenant. Nous aurons le plaisir d'organiser pour l'animation de la filière une journée où nous sommes accueillis par Charwood sur leur site avec le démonstrateur de gazéification. C'est une matinée, enfin une journée qui va se dérouler en plusieurs temps. Le matin, nous aurons une réunion de la délégation France Hydrogène avec, outre les actualités présentées par Alain Terpan, nous aurons un focus sur la Tiruerte et donc le nouveau dispositif de remplacement dit IRIC. Donc c'est Simon Pugeot de France Hydrogène qui nous expliquera ces évolutions importantes pour la décarbonation de la mobilité. Ensuite, nous poursuivrons par une réunion de l'ensemble de la filière autour de plusieurs présentations, les appels à projets de la région Bretagne, donc ceux qui sont à venir, 3 en tout. Et donc, ça sera présenté par Maximilien Lemaine. Ensuite, nous aurons une présentation, alors par moi-même, des études en cours. Donc, vous avez vu là, à l'instant, nous venons de sortir une consultation, mais il y a d'autres études aussi en préparation. Et puis, bien entendu, une présentation de Charwood Energy en vue notamment d'expliquer la visite de l'après-midi. Le déjeuner sera offert par France Hydrogène. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. De même, je vous remettrai le lien d'inscription dans le chat tout à l'heure. Sinon, bien entendu, je ne peux pas oublier de vous rappeler le rendez-vous du Brittany Day au 25 septembre. Rendez-vous qui se prépare très bien. Nous serons nombreux le 25 avec beaucoup de solutions présentées et je pense des tables rondes fort intéressantes. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire, notamment comme exposant. Il reste quelques places, donc profitez-en. Et enfin, dernier point,
je voulais vous rapporter à votre connaissance des rendez-vous internationaux pour ceux qui sont intéressés d'être présents au Chili, au Canada. Ça va venir vite également. Donc, le Chili, c'est tout début septembre. Le Canada, ça sera un peu plus tard, après le Britannic Day, début octobre. Sachez que nous sommes en contact avec, bien sûr, ces deux pays pour travailler l'organisation potentielle de délégation, notamment avec le Canada, où il y a une offre de Trois-Rivières, en fait, d'organiser toute une visite économique 2 jours en amont de l'événement, et tous les frais sont pris en charge par l'organisation de l'agence économique canadienne, hormis bien sûr vos billets de déplacement. Donc c'est très intéressant, n'hésitez pas à revenir vers moi pour en parler. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous donner quelques informations générales. Donc je vais tout de suite céder la parole à Benjamin Le Gourguiret, qui est chef de projet hydrogène à Valorem Énergie, qui va nous présenter donc l'écosystème Hydrogène Bretagne Nord. Je t'en prie, Benjamin. Merci Elodie pour cette introduction. Du coup, Benjamin Le Gourguiret, chef de projet hydrogène pour Valorem. Et donc, on accompagne le projet Armor Hydrogène aux côtés de nombreux partenaires, et j'y reviendrai par la suite et même tout de suite. Petit rappel pour démarrer du contexte un petit peu des prémices et de l'historique du projet. Il faut savoir que les premières réflexions sur le territoire briochin, c'est par l'agglomération que ça a commencé, date de 2020-2021, où 4 acteurs territoriaux ont mis en commun leurs réflexions. Donc l'agglomération Saint-Brieuc, la CCI des Côtes-d'Armor, le SDE 22 et la Banque des Territoires qui les a rejoints par la suite. Et en mettant en commun en fait ces différentes réflexions, des groupes de travail, des premières études de faisabilité. Côté CCI, il y a un cluster qui a été créé dès l'été 2021. Quand ils ont mis en commun ces réflexions-là, ils se sont lancés dans un appel à manifestation d'intérêt, donc en fin 2021. Et Valorem et Terrega Solutions se sont positionnés sur cette AMI ensemble, et on a eu du coup la chance d'être lauréat de cette AMI en 2021. Donc on est en 2025, donc le projet il est déjà à peu près un peu plus de 4 ans. Les premières réflexions datent d'un peu plus de 4 ans. Et donc, dans ce laps de temps, on a surtout fait deux étapes importantes. Développer la partie usage avec à la fois la collectivité de Saint-Brieuc, Armor Agglomération, mais aussi d'autres usages, et j'y reviendrai par la suite. Et on a aussi sécurisé certaines subventions régionales et nationales, donc via la région Bretagne et son appel à projet boucle territoriale hydrogène, et également l'ADEME via son appel à projet Eco6H2 de septembre 2023, sur lequel on a eu un retour favorable et sur lequel la convention a été signée il y a quelques mois maintenant. Donc c'est 2 jalons importants pour le bon développement du projet. On reste une filière qui a besoin de subventions pour pouvoir sortir les projets. Petit rappel sur Valorem, peut-être que tout le monde ne connaît pas. On est un opérateur indépendant du secteur des énergies renouvelables. On a fêté nos 30 ans l'année dernière, et on est présent sur l'ensemble des ENR électriques notamment, donc l'éolien, terrestre et offshore, le photovoltaïque, que ce soit en toiture, au sol ou en agri PV. Et après, on a des briques un peu plus innovantes, des activités qui sont un peu plus modestes, notamment l'hydroélectricité, le stockage par batterie et l'activité hydrogène, qui représente une petite partie de notre activité. Autre point important sur Valorem, on est un groupe qui est intégré, c'est-à-dire qu'on s'occupe à la fois du développement, donc des études, des autorisations, du financement, mais on est aussi capable de construire via notre filiale Valrea, en s'occupant des lots de maîtrise d'œuvre, le balance of plant, le commissioning, le démontage. Et on intervient sur toute la durée de vie du projet via notre filiale exploitation-maintenance qui est Valemo, donc en suivi d'exploitation, en maintenance et aussi en assistance technique si besoin.
Pour revenir à Armor Hydrogène et caractériser un petit peu mieux et plus précisément qu'est-ce que cet écosystème, il a pour objectif de mettre en service une infrastructure hydrogène complète avec production et distribution d'hydrogène sur l'agglomération de Saint-Brieuc. Donc en termes de taille d'électrolyse, on est sur un électrolyseur de à minima 2 MW avec des réflexions pour augmenter un petit peu la capacité dans les prochaines années. Donc, ce qui fait qu'on sera capable de produire 800 à 1 tonne d'hydrogène, 800 kg à 1 tonne d'hydrogène par jour euh, dès 2028. On le verra ensuite sur le planning. À cet électrolyseur, donc on va y adosser une station de compression, stockage, distribution, donc qui sera implantée sur la zone des Châtelets, comme c'est indiqué ici. Donc cette station, elle aura une autonomie relative. On aura un stockage donc sur site qui nous permettra d'avoir une certaine autonomie de la station. Et elle intégrera 4 postes de distribution en recharge rapide et des possibilités d'export d'hydrogène pour alimenter l'ensemble du territoire Bretagne Nord. Donc que ce soit des cadres ou remplir des tubes trailers. Et quelle est la finalité de l'hydrogène que l'on va produire et distribuer? Les usages sont essentiellement axés autour de la mobilité, avec l'implication forte de 2 agglomérations. En premier lieu, Saint-Brieuc Armor Agglomération qui a prévu d'acquérir une petite vingtaine de véhicules, 17 bus hydrogène et 2 BOM plutôt à titre expérimental. Et dans un second temps, Saint-Malo Agglomération s'est aussi intégré au projet il y a un peu plus d'1 an maintenant, 2 ans, avec l'acquisition de 9 véhicules hydrogène. Et donc, il y aura une station déportée du côté de Saint-Malo Agglomération qui permettra d'avitailler ces véhicules. Point important à noter, la station, elle sera à Saint-Brieuc ouverte au public. C'est-à-dire que n'importe quel usager pourra venir s'avitailler sur notre station. Et je ne l'ai pas précisé, c'est une station dual pressure, donc 350 et 700 bars, qui permettra d'avitailler l'ensemble des véhicules qui devraient arriver sur le marché dans les prochaines années. Je l'ai rappelé également, le projet il est essentiellement axé mobilité, mais on a des industriels qui sont partenaires du projet et qui ont envie de décarboner leur activité. Donc on a des réflexions en cours et des discussions avec certains industriels du territoire pour les accompagner vers un hydrogène qui soit renouvelable. Et autre point important, et ça fait le lien aussi avec ce que Bruno pourra vous raconter tout à l'heure, on veut vraiment décarboner le maximum d'usages possible. Et le secteur maritime fait aussi partie des cibles, et notamment avec le projet en cours Estebam pour la filière mythilicole. Je rappelle également qu'on est sur un écosystème donc, de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau. Valorem, on a la particularité, entre guillemets, de maîtriser les briques amont, à savoir la production électrique. Ça reste notre cœur de métier, ce qui fait qu'on se positionne sur un hydrogène qui sera 100% renouvelable. Et ce qu'on envisage, c'est pas d'adosser du coup l'électrolyseur directement à un parc éolien ou un parc PV, c'est de contractualiser un PPA avec l'un de nos actifs ou avec un actif qui ne nous appartient pas. On ne s'interdit rien sur ce sujet-là pour sécuriser l'alimentation électrique de notre électrolyseur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est bien un hydrogène qui soit 100% renouvelable. Petite précision concernant l'emprise. Donc on est sur la zone des Châtelets à Saint-Brieuc pour ceux qui connaissent. Le site qui a été choisi, c'est une parcelle qui est en face de Baie d'Armor Transport, qui est le futur exploitant du coup de la flotte hydrogène. Et donc, étant donné que c'est l'usager principal, il nous a semblé pertinent d'installer notre futur site de production-distribution en face de l'exploitation de transport. Donc, les études portent sur cette parcelle-là, avec du coup un peu plus de 7000 m² pour l'ensemble du site.
petit, topo également sur la partie enjeux environnementaux des projets d'un projet hydrogène, en l'occurrence, bah, d'Armor Hydrogène. C'est des choses qui sont quand même relativement importantes, dans le bon déroulé d'un projet. Et je me permets de démarrer par quelques chiffres, que je pense la plupart, d'entre nous ont en tête. Il faut savoir que pour produire 1 kilo d'hydrogène, on en prélève, 18 litres par kilo d'hydrogène, dont 50 seront rejetés ensuite. Parce qu'en fait, d'un point de vue chimique, on en a besoin que de 9, mais il y a la chaîne de traitement de l'eau en amont de l'électrolyseur qui requiert, du coup 2 fois plus de quantité. Donc sur une base, production Donc d'hydrogène. Oui, pardon, allez-y? Ah, oui, oui, c'était d'eau, je précise dans ta phrase, d'eau. Oui, voilà, pardon. c'est pour ça. Merci. Luxe. Du coup, Je me permets, pardon. sur une base de production d'hydrogène à 880 kg d'hydrogène par jour, ça représente environ 16 mètres cubes par jour, soit la consommation annuelle du coup de 6 000 mètres cubes, et ça représente 200 à 220 personnes. Donc on est sur des quantités qui sont pas si importantes, mais sur des territoires où la ressource en eau peut parfois être un problème, il faut bien garder en tête ce sujet-là. On a l'expérience d'autres projets, nous, en France, où ce sujet-là est relativement sensible et bon, du fait du réchauffement climatique, il deviendra de plus en plus sensible, dans tous les cas. Donc il faut bien garder en tête ce volet-là. Au niveau des rubriques ICPE, bon, c'est classique, il y en a 3 qui sont identifiées, la 14-16 pour le volet distribution, la 34-20 sur la partie production industrielle d'hydrogène et la 47-15 sur le stockage d'hydrogène. Je m'attarde peut-être rapidement sur cette dernière rubrique. On sera probablement en régime d'autorisation ICPE parce qu'on dépassera la tonne d'hydrogène stocké sur site. Donc, en lien avec ces différents enjeux, il faut savoir qu'on a déjà mobilisé de nombreux services, notamment, côté agglomération, de Saint-Brieuc, puisque c'est un foncier de l'agglomération. Notamment les services de l'eau pour toutes les problématiques, que je viens de mentionner, sur le raccordement, sur le rejet, sur la disponibilité de la ressource. Bien évidemment, les services, fonciers et urbanisme de l'agglomération. Sur un volet plutôt, sécurité, industrielle, on a également échangé, avec le SDIS et les services de l'État, donc que ce soit l'ADTM ou l'Adréal. Hem, Point important et qui est un petit peu le nerf, de la guerre, dans la filière hydrogène, à l'heure actuelle, c'est, la grande question qu'on se pose, c'est à quel, prix on va pouvoir se sourcer en hydrogène. Concernant Armor Hydrogène, on a une fourchette de prix qui est comprise entre, 12 et 15 € du kilo, pour un hydrogène qui est produit et distribué, à Saint-Brieuc. Alors comment se décompose ce prix-là? Il faut savoir que plus de la moitié, de ce coût-là vient des coûts de consommation électrique, donc à la fois le rendement de l'électrolyseur et puis le coût forcément de l'électron, heu, renouvelable. Ce qui fait que sur les OPEX électriques, ça représente à peu près 6 à 7 € du kilo, sur un prix final à 12-15 €. En deuxième, en 2e lieu vient la partie OPEX infrastructure hydrogène, donc tout ce qui touche à l'exploitation, la maintenance des infrastructures et également le changement des stacks de l'électrolyseur, à peu près à moitié de la durée de vie du projet. Et donc en dernier lieu vient la partie investissement, sur la partie donc CAPEX pour, l'acquisition, de l'électrolyseur, la construction de la station, et donc déduit des subventions, que l'on a obtenues ou qu'on pourrait encore obtenir, subventions obtenues côté, du coup région et ADEME et à venir, on l'espère, côté, subventions européennes. Il faut savoir que le CAPEX global de l'opération, sur la partie infrastructure hydrogène, il est situé, aux alentours de 20 millions d'euros. Donc on est quand même sur des investissements qui sont, relativement conséquents. Peut-être dernier point sur la partie, économique, c'est le volet transport. Donc c'est un sujet qui est relativement, sensible et variable, suivant les demandes. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour transporter l'hydrogène,
il faut compter à minima 3-4 € du kilo. Et ça varie beaucoup suivant les consommations et le mode d'approvisionnement. Si on est en petite quantité, avec des cadres, ça va coûter plus cher que si on est en gros volume, avec des trailers, par exemple. Mais c'est vraiment des études qu'on fait au cas par cas, suivant les demandes que l'on pourra avoir. Je finis peut-être par le planning et les différentes échéances, notamment d'ici 2026. Donc comme je vous l'ai rappelé, on a obtenu, ces dernières années le soutien de la région Bretagne. En début d'année, on a signé la convention de financement avec, l'ADEME, suite dans le cadre de l'appel à projet Eco6 H2 de septembre 2023. Au mois de juin, on a candidaté au CEF AFIF, donc qui est la subvention européenne, qui soutient les projets, du coup, plutôt sur la partie distribution, pour avoir un maillage à l'échelle européenne de stations de distribution hydrogène, dont les résultats sont attendus en fin d'année, plutôt sur le mois de novembre. D'ici là, on poursuit le développement technique, on va dire, de notre projet, notamment sur le volet permitting. Avec Terriga Solutions, on envisage de lancer les études d'ingénierie à horizon cet automne 2025, pour pouvoir déposer le permis de construire début 2025 et avoir le PC signé, on va dire, au 3e trimestre 2026, avec un objectif final qui est de prendre une décision d'investissement en septembre de l'année prochaine, donc dans un peu plus d'1 an. Ce qui veut dire aussi que d'ici là, on aura bouclé le sujet EPC et ONM. C'est-à-dire qu'on saura avec quel partenaire on partira sur le volet électrolyseur, sur le volet station, l'organisation que l'on aura adoptée sur la partie ONM. Et tout ça, c'est pour atteindre un objectif de mise en service de l'ensemble de l'écosystème à l'été 2028. Donc il faut compter à peu près 2 ans entre la décision d'investissement et la mise en service. Délai qui est principalement lié à la fourniture d'électrolyseurs, où les délais sont de l'ordre de 18, 20, 22 mois. Voilà OK. dans les grandes lignes pour Armor Hydrogène, et je suis disponible s'il y a des questions. Merci beaucoup, Benjamin. Donc oui, tu verras, il y a quelques questions dans le chat. Alors, on ne va pas pouvoir s'y arrêter, en tout cas en termes de présentation orale. Donc, je t'invite tout simplement à répondre à François-Xavier et puis Monsieur Barré également. Ok. Ainsi, tout le monde pourra en plus profiter de tes réponses. Donc, ça sera parfait. Sans plus attendre, je donne la parole à Bruno Laurent, donc élu TCI des Côtes-d'Armor, qui nous présente le projet Estebam. Donc voilà, l'idée c'est un petit focus rapide en complément de la présentation de Benjamin. Je t'en prie, Bruno. Ok, bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Et un petit clin d'œil à Francis qui est parmi nous ce matin. Je tenais à le souligner, et qui va intervenir tout à l'heure. Oui, alors le projet Estebam, très concrètement, ça part d'un appel à projet 2023 sur la décarbonisation de la pêche, auquel nous avons répondu avec un certain nombre de partenaires que je vais présenter tout à l'heure. Voilà. Ce projet Estebam, décarbonisation de la pêche, c'était avant tout d'imaginer on va dire un modèle qui permettrait aux différents navires, bateaux de pêche et autres, de pouvoir utiliser l'hydrogène comme étant le carburant principal. On s'est très vite aperçu quand même que la problématique venait très rapidement de la capacité de stockage d'hydrogène à bord des bateaux, hein, hydrogène, bien sûr hydrogène vert, hein, et de fait leur autonomie. Côté motorisation, on est parti dans l'étude sur deux concepts. Un premier concept qui était une production d'hydrogène alimentant une pile à combustible, système un peu classique pour aller sur un moteur électrique. Et le deuxième système de motorisation était un moteur à combustion interne. Là aussi, on s'est très vite aperçu que la solution à bord d'un bateau d'une solution pile à combustible était un peu plus complexe, et on s'est tourné tout de suite vers un moteur à combustion dont je vais vous présenter tout à l'heure les différents éléments. Je n'ai pas la présentation, Élodie. Je me vois. Je peux l'avancer pour toi si tu veux. Voilà. Pas de souci.
Alors, on a répondu à cet appel à projet. On a donc présenté le résultat de notre étude en novembre 2023 à la région Bretagne, où on présentait donc une solution de rétrofit d'une barge méthylicole. Pourquoi une barge? Ben, tout simplement, au regard du stockage dont je parlais tout à l'heure, il nous fallait un bateau qui parte le matin, qui revienne, enfin bref, qu'il aille pêcher à la journée. Donc la barge a été retenu comme étant plus simple à modifier. Et donc, ça s'est traduit par la présentation de cette étude à la région en novembre 2023 de mémoire. Et il a fallu très rapidement bien trouver, autant l'hydrogène était facile à trouver, mais il a fallu trouver le moteur à combustion interne qui correspondait aux besoins de la barge. Alors, une barge méthylicole, qu'est-ce que c'est? C'est un bateau amphibie. Nous, dans notre cas, c'est pour aller sur les parcs à moules, et notamment, c'était sur le bassin du Vivier-sur-Mer, un peu au-dessus de Saint-Malo. Un bateau amphibie qui utilise, techniquement parlant, pour sa motricité, donc des roues et des hélices, mais le tout entraîné par des pompes, sous pression d'huile. Donc, il nous fallait le moteur qui correspondait parfaitement aux besoins de la barge. Pour ce faire, on a pris une barge, sur le secteur d'Illion, la Bonne-Abri, où on a équipé de différents capteurs pour déterminer très très précisément quels étaient les besoins en termes de puissance moteur. Et on a eu le résultat assez rapidement, mais ça a été un gros travail pour déterminer précisément les courbes de besoin de ce fameux moteur. Ce moteur, on l'a trouvé malheureusement pas en France, on l'a trouvé en Italie à travers un consortium qui s'appelle Dumaret. Dumaret, on les avait déjà rencontrés lors d'Evolution à Paris, et Dumaret avait le moteur qui correspondait à nos besoins. Ce moteur, c'est un moteur sur une base de mémoire General Motors, converti à l'hydrogène, qui est à la base, qui était prévu pour alimenter des groupes électro-hydrogènes, des groupes de production d'électricité, des groupes électrogènes. On a donc très rapidement fléché ce moteur, et on s'est dit à travers les membres du consortium, mais bon, c'est bien de présenter les PowerPoint, c'est bien de parler de ce qu'on fait, mais il faut absolument qu'on montre concrètement ce qu'est l'exemple d'un rétrofit d'une barge méthylicole avec un moteur à combustion interne utilisant l'hydrogène comme carburant. Et donc, on a fait cette présentation, vous l'avez sur l'écran, là, le 5 juillet 2024, l'année dernière, au Vivier-sur-Mer, en baie du Mont-Saint-Michel, où on a convié un certain nombre d'invités, de personnes, à venir voir ce que c'était. Et on a poussé. Alors, malheureusement, on n'a pas eu l'autorisation de naviguer, parce que c'est un peu plus compliqué. Par contre, la barge ayant des roues, elle est venue à l'aide de son moteur devant l'ensemble des présents et présente pour montrer ce qu'on avait réussi à faire. Alors, je tiens à le souligner quand même, entre la décision de faire cette démonstration, cette présentation et la réalisation, je crois qu'il s'est passé environ un mois. Donc, le moteur venant d'Italie, ça a été un gros travail d'équipe, et ça s'est traduit par cette démonstration le 5 juillet 2024. Donc, pour montrer qu'on était capable de rétrofiter une barge. Rétrofiter une barge, la complexité, c'était surtout d'adapter le moteur à la transmission, mais globalement, le chantier CFV Amphibie de Saint-Malo, avec qui nous travaillons, d'ailleurs vous l'avez sous les yeux, a su le faire, je dirais, de manière très professionnelle. Les partenaires de cette opération, vous les avez à l'écran. Je ne vais pas les détailler là. Par contre, les petits dessins avec les flèches, c'est bien un véritable écosystème qu'on défend. Un véritable écosystème complètement complémentaire à Armor H2 sur Saint-Brieuc. C'est-à-dire que l'idée qu'on se fait de la décarbonation de la pêche, c'est que aujourd'hui, on a la chance sur Saint-Brieuc d'avoir effectivement une unité de production H2 assez conséquente, mais ce n'est pas forcément le cas partout. Donc, on réfléchit en même temps à une solution où on produit, on transporte, on distribue, on consomme. Et pour ce faire, on a besoin de partenaires. Là, on le voit ici, c'est CE Énergie qui travaille avec nous sur le projet du Vivier-sur-Mer, par exemple. Le CRCBN, c'est le comité conchilicole, les professionnels de la méthyliculture. La région Bretagne, bien sûr, qui est un partenaire essentiel pour nous, notamment dans toutes ces phases de démarrage, c'est indispensable. La commune d'Illion, parce qu'il y a une source, effectivement, il y a un spot méthylicole sur le secteur d'Illion également, la CCI dont je fais partie, Dumaret, c'est le fameux motoriste, Europe Technologies Siam,
API, vous allez voir tout à l'heure, c'est un intégrateur de système, mais je vous le présenterai juste après. Et CMV Amphibie, qui est le chantier naval avec qui nous avons travaillé. Pour que tout ça fonctionne correctement, produire de l'hydrogène, on sait le faire. Produire de l'électricité, on sait le faire. Hein, c'est-à-dire soit du panneau photovoltaïque, soit de l'éolien, ça, c'est pas un problème. Par contre, pour faire fonctionner cet ensemble-là, il faut ce qu'on appelle il faut manager le système, un Green Energy Management System, comme vous le voyez. Et là, on a effectivement on a intégré un projet qui s'appelle GEMS. Merci encore une fois à la région, à BDI, de nous accompagner sur ce projet, comment dire, qui consiste à avoir un ensemble qui va gérer la production et la commercialisation de l'hydrogène ainsi que des électrons. Et là, vous voyez sur le petit dessin qui vous est présenté, c'est que produire, on en a parlé tout à l'heure, on sait le faire. On a aussi besoin du réseau électrique, comme on aurait besoin également de l'hydrogène produit à Saint-Brieuc, si toutefois on est en manque pour les bateaux. Et ce dispositif va permettre d'alimenter en hydrogène, on l'a vu, un électrolyseur pour alimenter les barges méthylicoles, de la stocker, de la distribuer. Alors, on ne pense pas simplement qu'aux barges. Hein. Sur les sites méthylicoles, vous avez des barges, vous avez des tracteurs, vous avez des véhicules, et on pense un peu à ce que pourrait être demain, hein, sur des solutions utilisant l'hydrogène, dans la mobilité également. On a aussi cette capacité, avec ce management système, de revendre de l'énergie, c'est-à-dire ce qui n'est pas consommé, ce qui n'est pas utile pourrait être revendu, hein, ou réutilisé en énergie répartie. Ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. On a aussi pensé à la recharge de véhicules électriques et notamment aussi à la charge bidirectionnelle. Ça, c'est quelque chose auquel on pense également. La revente, j'en ai parlé, et diverses options. Donc, on est en train de travailler sur cette brique-là, cette intelligence qui va servir d'interface entre les unités de production d'électricité et les utilisateurs, permettant ainsi de gérer au mieux cette production d'énergie électrique, mais aussi d'hydrogène en entrant et en sortant, qui permettra ainsi d'avoir un ensemble parfaitement cohérent. Voilà. Tout ça s'inscrit dans un planning assez serré. Hein. Benjamin en a présenté un tout à l'heure, nous on en présente un aussi là maintenant. Hein. On cible, là, on est mi-2025. Là, on travaille ardemment sur la certification maritime de la barge. C'est un gros travail. Hein. C'est-à-dire, nous, dans la barge, si je prends l'exemple du stockage de l'hydrogène, on défend le projet d'un stockage sous pont. Alors, imaginez les bouteilles d'hydrogène sous le pont d'un bateau, il faut obtenir l'ensemble des certifications. Et ça, c'est pas du tout simple, je peux vous dire. Hein, mettre le moteur sur le bateau, le faire fonctionner, à la limite, aujourd'hui, ça devient presque assez simple pour nous. Maintenant, c'est d'avoir l'autorisation de navigation qu'on défend et sur lequel il faut qu'on travaille. Une échéance en 2026, l'année prochaine, sur le petit site d'Ilion qui comporte une dizaine de barges, où on travaille sur un écosystème présenté juste avant. En phase de rétrofit, bien sûr, vient tout de suite le prix de l'hydrogène, comme on parlait Benjamin tout à l'heure. C'est le prix de l'hydrogène, mais non seulement, c'est sa capacité de production par rapport au nombre de bateaux. Là, ce qu'on a comme cible, c'est de rétrofiter 3 à 4 barges. Hein, 3 à 4 barges, mais il est évident qu'il faut qu'on ait et qu'on défende aussi un prix d'hydrogène qui correspondra je dirais, à un prix qui ne sera pas forcément plus cher que du gasoil qui est utilisé aujourd'hui. Donc ça, les marins, parce que ce sont des marins pêcheurs, sont très attentifs à cela, hein, sachant que, pour rappel, eux, ils bénéficient d'un gasoil avec une aide fiscale quand même assez importante, et il faut qu'on soit en phase avec tout ça. Et sur la cible de 26-27, c'est de monter en nombre de barges équipées de ces technologies-là, hein, qui leur permettra d'avoir des barges complètement décarbonées, et à entendre les marins méthylicoles, c'est un atout majeur de pouvoir communiquer sur le fait qu'ils ont des bateaux
Ils auront demain des bateaux décarbonés et c'est un atout aussi commercial pour eux. On n'avait pas parfaitement identifié ce sujet-là au départ. Hein, on était tous sur la est-ce que c'est possible, oui, non. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, ça devient je dirais, un atout majeur dans ce projet. Alors, ce projet s'est mené avec une équipe. Hein. Bien sûr, je suis surtout pas seul dans un projet comme celui-là. Hein, et on a donc et pour terminer, on a le chantier naval, CMV Amphibie, on a un architecte naval, Pierre de Lyon. Tout ça, c'est pour étudier toute la partie technique du bateau et sa modification. On a également donc CMV Amphibie, j'en ai parlé. Comment on a Siam Technologies, représenté par on a Olivier Ticos, on a Frédéric Ludet, on a François Lefebvre, dans le petit monde de l'hydrogène, tout le monde se connaît. Hein. On travaille ardemment sur l'intégration et sur le fait de bien mener ce projet-là. On travaille bien sûr en étroite collaboration avec la région, avec BDI, avec Elodie notamment, Alain, Maximilien Lemaine qui est avec nous. Enfin, tout ça, on travaille parfaitement ensemble pour aboutir à un véritable projet. Et je le répète, ce n'est pas un projet sur un PowerPoint, hein, c'est réellement quelque chose qui tourne. Le moteur, bon là, on étudie plusieurs moteurs. Hein, parce que bon, on aimerait bien quand même un moteur français, ce serait quand même pas mal. Bon, là, c'est Frédéric Ludet qui se charge de ça en particulier. Hein, des moteurs à combustion interne. Vous avez dû voir les publications dernières du groupe Toyota qui présente aussi des moteurs moteurs hydrogène. On a aussi en Bretagne notre ami, je trouve EHM. comment EHM. J'entends pas. EHM. EHM, voilà, Ah, avec nous ce matin. Que quand je le vois, je le tanne à chaque fois de nous faire un petit moteur. Il m'a dit laisse-moi travailler sur le moteur plus gros aujourd'hui. Si on peut avoir un moteur en plus breton, bah, c'est génial, quoi. Bah, on signe des deux mains, nous. Si on a un breton, hein, ce serait génial. Voilà, bah, écoutez, c'est une belle affaire, une belle aventure avant tout, une aventure d'hommes et de femmes sur un projet comme celui-là. Hein, et les décarbonations de la pêche, pour finir, bah, c'est pas un 20 mots, c'est pas un leurre, c'est une vérité, hein, et notamment dans notre belle Bretagne. Et pour finir, en termes de nombre de barges, sur Bretagne Nord, c'est à peu près une soixantaine d'unités de mémoire qui pourraient être ciblées comme étant potentiellement à être rétrofitées demain. Hein, et ce serait comment dire, il y a encore un peu de travail à faire avant cela. Merci à vous. Merci beaucoup, Bruno. De rien. 2 petits mots. Alors, sur tout ce qui est décarbonation de la pêche, il faut voir que c'est aussi, bien sûr, un objectif de Daniel Koeuf, le vice-président en région Bretagne. Et je reviens aussi sur tout ce qui est, tu indiquais que vous travaillez sur la validation du design au niveau du stockage sous pont pour cette barge. Bien entendu, la région Bretagne travaille aussi le sujet via son projet donc, de navette de l'île d'Ar, connu sous le nom du port petit Ilias. Donc voilà, avec, on espère, de très bonnes nouvelles à vous apporter d'ici mi-septembre et notamment à l'occasion du Britannidet. Voilà, donc les équipes de la région sont mobilisées sur ce sujet-là. Donc c'est très bien. Nous faisons équipe. Un travail d'équipe. Je me permets d'avancer. Tout à fait. Merci beaucoup, Bruno. Et du coup, je donne la parole à Guy Alphagheli, donc Oui. business developer pour Terrega Solutions, également acteur d'Armor Hydrogène. Je t'en prie, Guy. Donc, pour nous présenter notamment tout ce qui est solutions d'immersion en termes de formation. D'accord, merci Elodie. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Elodie et BDI pour me donner l'opportunité de vous présenter aujourd'hui notre nouvelle offre de formation qui s'appelle Immersion au cœur de l'hydrogène. Et en tant qu'acteur breton engagé, vous, dans l'hydrogène et dans la transition énergétique, je suis convaincu que cette formation, elle va répondre à vos besoins et va être d'une grande utilité pour vous et pour vos équipes pour appréhender à la fois les opportunités hydrogène, mais surtout maîtriser les risques et maîtriser l'aspect sécurité. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guy Alfegali, business developer au sein de Terga Solutions. Je m'occupe du développement des infrastructures et des services hydrogène pour Terga Solutions et entre autres dans la région Bretagne.
Pas trop m'attarder. Pour ceux qui ne connaissent pas Teréga ou le groupe Teréga, Teréga, c'est un groupe cette année, on fête nos 80 ans. Nous sommes un acteur, important de l'énergie et surtout du transport de gaz. Donc nous sommes opérateurs, de réseaux de transport de gaz dans le sud-ouest, mais aussi du stockage. Nous avons, à peu près on opère 5 000 kilomètres de canalisation et nous gérons, à peu près 25 des capacités de stockage, de gaz, en France. Donc, qu'on doit travailler à accélérer, la transition énergétique et nous avons notre rôle, à jouer. En 2021, nous avons créé, plusieurs business. Donc, nous avons créé déjà une filiale qui s'appelle Teréga Solutions, en laquelle moi je fais partie, avec plusieurs business, dans cette filiale Teréga Solutions. On travaille sur le biométhane, sur des offres, multi-énergie et digitales, sur l'hydrogène et sur le CO2. Donc, nous avons alors 2 activités, l'activité régulée du gaz et les nouvelles activités, avec le lancement de Teréga Solutions en 2021. Pas trop m'attarder sur les présentations de Teréga Solutions. Juste un petit rappel. Teréga Solutions développe 5 axes ou 5 offres, principales. On fait développement des écosystèmes, comme l'écosystème, d'Armor Hydrogène. On a des solutions logistiques hydrogène clé en main, donc sur le transport, le logistique d'hydrogène, que ce soit par des canalisations ou bien par mobilité, par camion ou tube trailer. Et on fait la conception aussi, donc de tout ce qui est, conception, construction, exploitation, bien sûr, maintenance, de ces éléments, midstream, donc de transport et de stockage. On a des solutions, de décarbonation pour divers secteurs aussi, pour l'industrie, mais aussi donc on s'est développé dans le maritime et le fluvial, que ça soit pour la propulsion, mais aussi pour tout ce qui est portuaire, électrification à quai, mais aussi logistique hydrogène, portuaire. On fait de la décarbonation des événements aussi, donc des offres aussi. Donc c'est principalement ça qui a été lancé, qui a lancé Teréga Solutions. Donc avec plusieurs événements, on a manipulé, on a travaillé dans l'hydrogène, on a fait des groupes électrogènes à hydrogène, des ravitaillements hydrogène dans quelques événements depuis 2020-2021 et donc c'était nos premières, actions et activités. Et puis après, la toute dernière offre, qu'on a sortie, c'est l'offre de formation hydrogène. Bah, c'est une offre qui est axée, pas que, ces formations, mais avec un axe et un angle, très, sécurité. Heu, voilà, je passe de slide. Pour dire aussi que nous sommes très fiers et contents d'être, un acteur, breton. Parce que depuis 2021, dès la création de la filiale, Teréga Solutions, l'un de nos premiers projets, c'était Armor Hydrogène, donc Benjamin a présenté avant et donc dès 2021, nous sommes, très actifs en Bretagne. Aussi, on travaille sur d'autres pistes de décarbonation, des ports, de quelques ports, bretons. Et aussi on participe activement aussi aux réunions de la filière hydrogène bretonne. L'offre de formation, on l'a développée aussi avec un partenaire qui nous aide à la délivrer aussi. Donc, Logiconcept, mais très rapidement, est une entreprise française spécialisée dans la sécurité au travail, donc notamment à la prévention des risques professionnels, la sécurité industrie, les gestes d'urgence, le travail en hauteur et la gestion de crise. Donc, Logiconcept propose des offres aussi de formation professionnelle, audit, conseil, vente, maintenance, de matériel. Donc, Logiconcept, ils sont basés en Normandie, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine et Logiconcept fait la partie, pratique, de notre formation. Donc voilà. Donc pour
parler plus de notre formation Immersion au cœur de l'hydrogène. Elle est axée, comme je l'ai dit, sur la sécurité. Donc, elle s'adresse à un public large, mais principalement des profils techniques, de conception, des exploitants, des profils support, techniciens, ingénieurs. Bref, toute personne amenée à interagir avec l'hydrogène et ses installations. Même, c'est assez intéressant parce que aussi, nous, en tant que les fonctions support, mais même des développeurs, des commerciaux, bah, c'est aussi intéressant de comprendre et de voir, donc de toucher entre guillemets à l'hydrogène ou être dans ces situations. Voilà, donc les objectifs, c'est 2 objectifs principaux, donc c'est appréhender la chaîne de valeur de l'hydrogène dans le monde, en Europe, en France, parce qu'il y a une partie qui est théorique et une partie qui est pratique, mais aussi une partie qui est voilà, qui reprend toute la partie, hydrogène de sa production, un peu, vision marché. Voilà, je vais définir ça dans les slides qui suivent. Donc voilà, nous sommes localisés où la formation elle est dispensée aujourd'hui dans le centre de stockage de Lussagné, un centre de stockage de Terega qui est basé à Lussagné, en frontière entre le Gers et les Landes. C'est un des gros, sites de stockage de gaz, donc c'est aussi un site assez grand et impressionnant, donc à voir, on va à oui, à voir parce qu'on va être sur, Découvrir. sur ce site, oui, voilà. Il y a pas une découverte de ce site, mais on sera sur ce site, donc c'est aussi, avec un grand aspect sécurité, qu'on fait. Cette formation se déroule sur une seule journée, une journée complète du matin jusqu'à l'après-midi et du matin jusqu'à l'après-midi, la restauration sur site, et aussi pour vous donner, un historique d'où vient l'origine de la formation elle a émergé en premier temps pour nos propres besoins, nous, les propres besoins de Terega et du groupe Terega. Parce que quand on a commencé à manipuler l'hydrogène en 2020 et 2021, on avait besoin aussi de nous former. Donc nous avons développé cette formation à la fois théorique, mais aussi pratique, pour former nos équipes, nos ingénieurs, nos techniciens, nos opérateurs. Parce que comme vous voyez, on va Tout manipuler l'hydrogène. Voilà, pardon, c'est donc sur le contenu, de formation, bah, il est équilibré entre théorie et pratique. Donc, la première partie, c'est une matinée, comme j'ai dit, exploration et contexte. On va parler des panoramas et des enjeux, économiques et technologiques de l'hydrogène et découvrir aussi les innovations des stratégies nationales et européennes. Donc pour ceux qui sont vraiment des acteurs de l'hydrogène, peut-être qu'ils connaissent, mais ça va leur donner, aussi, un peu plus, voilà, ou rafraîchir leurs informations ou bien, compléter. La deuxième partie, c'est une partie théorique, mais à la sensibilisation. Donc quels sont les risques? Là, on va parler des risques d'hydrogène et la deuxième partie aussi dans la partie 2 de l'après-midi, une partie pratique. Là, on va passer sur le banc de formation, sur le banc, d'essai. Donc sur la partie, donc on va parler, contexte, les marchés de l'hydrogène, les technologies de l'hydrogène, de la production aux usages, avec toute la partie aussi, logistique, donc il y a le transport et stockage de l'hydrogène avec, les problématiques, les points clés, des solutions aussi et faire la comparaison des avantages et inconvénients de chacune des technologies. Et le dernier chapitre, je dirais de la partie théorique, de la première partie, de la filière hydrogène, c'est un chapitre sur la réglementation et les normes relatives à l'H2. Donc ça, vous voyez, ça vous donne un panorama complet, sur l'H2. Donc on passe à la deuxième partie, donc qui est l'après-midi, qui est la partie risque et sensibilisation au risque d'hydrogène. Donc déjà, on va commencer sur cette partie à rappeler d'une manière théorique quels sont les risques de l'hydrogène, quelles sont les caractéristiques de la molécule, comment il se disperse, une parallaxe thermodynamique, voir les phénomènes, des accidents qui se sont passés sur l'hydrogène et des retours d'expérience. Et une fois qu'on a fait une fois qu'on a fait cette partie théorique, on passe à la partie pratique. Donc la partie pratique, c'est quoi? C'est une mise en situation sur un banc, pédagogique. Donc c'est un banc d'essai que je vais vous montrer dans les photos. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait?
On va faire, voilà, c'est un banc là, on montre les fuites, on modélise des fuites, donc vous allez voir bon, on va pas le voir l'hydrogène, on sait très bien que quand il fuite et quand il s'enflamme, on va pas le voir, à l'œil nu, mais on va le voir avec des caméras thermiques. Donc on va gérer les fuites, on va voir comment on va l'éteindre. Donc, on va manipuler ces caméras thermiques, ces extincteurs, donc différentes fuites. Donc, et puis après, c'est pas que on va les montrer. Donc, il y aura Mmh. plusieurs fuites quelque part. Donc, et il faut les trouver. Donc, c'est assez interactif et immersif. Voilà. Donc, on voit les radiations, les phénomènes de propagation, le bruit, on entend. Donc, c'est assez intéressant. Et juste pour conclure, voilà, donc si vous voulez retenir quelque chose, sur notre formation, pour nous, elle a beaucoup de valeur ajoutée, donc c'est beaucoup de savoir-faire, et excellence opérationnelle et technique, je dirais, de Terega avec, Logi Concept, qui sont des experts de la formation. Nous sommes dans une méthode, immersive, donc on est dans un vrai apprentissage et analyse de situation réelle. C'est une vraie préparation concrète aux défis de demain, en toute sécurité, surtout pour les opérateurs qui vont être plus rassurés sur comment manipuler l'hydrogène. Et bien sûr, le savoir-faire et la sécurité, c'est la recette d'une formation innovante. Et voilà, Merci beaucoup. n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Vous avez un QR code et puis après l'adresse mail de la formation. Merci. Parfait. Alors, bah, écoutez, merci pour ces premières présentations très claires. Effectivement, la partie formation va être indispensable suite à la mise en place des projets, notamment ceux présentés par Bruno et Benjamin. J'ai invité, alors, je te laisse, Guy, regarder. Il y avait peut-être quelques petites questions en ligne, donc n'hésite pas à répondre dans le chat. Super. Eh bien, voilà, Francis. Donc, écoutez, il nous reste 8 minutes. Donc, je vais laisser la parole à Francis jusqu'à la fin du webinaire. Et moi, je mettrai quelques petits liens de rendez-vous au besoin dans le chat. Francis, voilà. La Ouais. scène est à toi. Merci Vas-y. Elodie. Bonjour à tous et ça me fait vraiment super plaisir de retrouver la famille Hydrogène. Vous savez que je suis retourné à mes premières amours qui sont la formation automobile, mais là aujourd'hui j'ai l'occasion de vous parler à la fois de voitures et d'hydrogène, donc c'est parfait. Alors comme tous les ans depuis très très longtemps, j'ai été aux 24 heures du Mans cette année, donc j'étais pas le seul, hein, on était 332 000 visiteurs et alors moi particulièrement, je me suis arrêté sur le village hydrogène, alors qui est très intéressant parce que l'ACO a une démarche en fait depuis 2018 de montrer que l'hydrogène en compétition, ça peut marcher. Et ils ont mis un démonstrateur, alors, le démonstrateur que vous connaissez parce que vous l'avez déjà vu au Britannic Day. On va voir peut-être la photo d'après. C'est Mission H24. Mission H24, c'était une voiture de course qui était censée montrer que ça peut marcher, voilà, qu'on peut l'intégrer dans une compétition automobile. Et le but, c'était de faire progresser la technologie. Et là, on voit 3 étapes différentes de cette voiture. Donc, celle qu'on a eue à Saint-Brieuc, qui était, vous voyez, avec beaucoup d'entrées d'air à l'avant, parce qu'il fallait absolument refroidir la pile et que c'était problématique. La deuxième version qui était un peu plus profilée, avec une prise d'air sur le dessus, mais qui était encore très lourde, qui avait encore 200 ou 300 kilos en trop, pour être vraiment compétitive. Et puis, le projet 2025 qui a été présenté, la dernière version, vous voyez, une voiture qui ressemble beaucoup plus à une voiture de course actuelle, avec, on espère, des performances accrues. Alors, cette voiture n'a pas encore tourné, hein. Pour l'instant, c'est une présentation statique. Elle devrait faire ses premiers tours de roue en 2025. Voilà. Je Après, passe à la suite. ouais, voilà. Ouais, donc ça, c'est la voiture actuelle qui a été présentée. Donc là où c'est intéressant et rassurant, c'est de voir les sponsors qu'il y a derrière, hein. Symbio est très, très impliqué. Total Energy n'est pas loin. On voit Michelin aussi qui est très présent, Richard Mille, des gens comme ça.
Donc, il y a quand même des moyens pour financer cette voiture. Et puis, quand on voit toute l'équipe qu'il y a autour, hein, donc Bernard Niclot, le chef de projet, qui est quelqu'un qui vient de la FIA, qui a travaillé chez Ferrari, enfin une pointure comme de la compétition. Carole Capitaine, que l'on connaît, qui s'occupe de la com. Jean-Marc Bourrèche, qui est le team manager. Et puis des pilotes de renom comme Norman Nato, qui est dans les très bons pilotes de Formule 1. Là, un autre projet qui a été présenté, qui est très, très avancé aussi, c'est la Toyota. Alors, elle, c'est la première voiture qui est présentée avec de l'hydrogène liquide. Et alors, donc ça, c'est bien l'évolution actuelle qui va se passer. On passera du gazeux au liquide d'ici 2028. Donc, ça veut dire qu'on repousse les échéances, parce qu'on avait parlé de 2024, 2025. Bon, là, on parle plutôt de 2028. Mais il y a un règlement commun avec la Fédération internationale du sport automobile qui se met en place. Et donc, pour la compétition, a priori, la norme, ça sera l'hydrogène liquide. Voilà. Et donc, Toyota est prêt, ou sera prêt, en tout cas, pour 2028, pour s'engager en compétition. Donc l'idée, encore une fois, dans le règlement des 24 heures, hein, c'est que ces voitures-là puissent participer en hypercar et donc puissent concourir pour la victoire. Hein. Là, un autre projet important, parce que derrière Ligier, qui est peut-être pas très connu, mais se cache Bosch et peut-être d'autres constructeurs automobiles qu'on ne connaît pas. Moi, je me suis laissé dire que peut-être Maserati était intéressé par les solutions qui étaient développées. Donc Ligier, juste pour dire, c'est une voiture qui sert pour des courses de gentleman driver, des courses d'appoint sur les 24 heures. Et ils ont développé un moteur 3 litres, un V6, qu'ils ont passé à l'hydrogène. Et cette voiture, elle a déjà fait 5000 km de test. Donc ça tourne. Et elle a été en démonstration sur Le Mans. Voilà. Et après, l'Alpine. L'Alpine, elle a aussi tourné. Donc l'an dernier, elle a tourné avec Zinedine Zidane en passager. Cette année, elle a tourné avec Stéphane Le Foll, le maire du Mans. Alors c'est peut-être moins prestigieux, mais bon, ça montre aussi que le maire du Mans s'intéresse à l'hydrogène. Et je fais un petit aparté parce que je sais que le 10 septembre, il y a le symposium au Mans où ils parleront aussi, beaucoup aussi d'aviation. Parce qu'en marge des 24 heures, il y a Blue Spirit Aero qui a fait une démonstration de son avion à hydrogène. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, c'est un avion d'aéroclub avec 12 hélices, avec 12 piles à combustible hydrogène. Donc, c'était la première démonstration en marge des 24 heures. Et là, pour revenir sur l'Alpine, ça y est, donc elle tourne vraiment. Le concept avait été présenté en 2022. Et au début, c'était un moteur 4 cylindres. L'an dernier, c'était un 4 cylindres. Cette année, il passe au 6 cylindres. Donc, ça veut dire qu'ils avancent. Luca Di Meo, le patron de Renault à l'époque, était présent pour voir ça. Bon, il a démissionné le jour même, mais ça n'a aucun rapport. Voilà sur Alors, un petit focus aussi sur le village hydrogène. Il y avait le vélo Pragma. Donc, je vois que les versions évoluent aussi parce que par rapport au mien, il est plus sophistiqué. Et puis, qu'est-ce qu'on a pu voir aussi sur le village? Il y avait un groupe électrogène Fétis. Il y avait la présence aussi de Ariane Espace qui était présent sur de l'hydrogène liquide. Et il y avait la moto. Ah oui, j'avais oublié la moto Kawasaki. Donc là, pour moi, c'était une première. Là, on est encore sur de l'hydrogène gazeux, mais les Japonais, alors là, c'est tout un consortium hein, de différentes marques Aiz. Mais ils ont fait un démonstrateur qui fonctionne. Donc, on commence vraiment à voir des choses. Vous voyez, c'est plus qu'un prototype. Hein, c'est quelque chose qui fonctionne. Et puis, ce moteur-là, pardon, il n'était pas dans le village hydrogène, mais il était sur le stand Bosch. Très intéressant aussi, un moteur de série qui était monté sur un Master, un Renault Master, et qui a tourné pendant 3000 heures aussi.
Donc, et derrière, il y a des gros partenaires, donc Renault, Alpine, l'Institut français des pétroles, énergie nouvelle, Forvia, Total, Bosch. Donc, vous voyez, il y a quand même des gros faiseurs et sur un moteur qui pourrait être adapté sur des véhicules assez communs, quoi. Et j'ai fait un focus peut-être sur juste les injecteurs hydrogène. C'est la partie noire verticale que vous voyez. Donc, bon, une photo comme ça ne va pas dévoiler des grands secrets de fabrication, mais c'est un peu le nerf de la guerre, on va dire. C'est sur le prix des injecteurs, en tout cas, qu'on va assister à une démocratisation ou non de ces solutions hydrogène. Voilà. Et puis, sur le stand, il y avait aussi des ravitaillements. Donc, Total Energy a fait plusieurs ravitaillements de véhicules hydrogène avec une station. Alors, je rappelle la problématique, hein, si on rentre des voitures de compétition à partir de 2028, et qu'il y en a plusieurs, il faut prévoir le ravitaillement, les stands, parce que pour l'instant, c'est à l'écart des stands existants. Au moment où on réfléchit vraiment à l'alimentation en carburant pour les prochaines années, et le programme est plus vaste que Le Mans parce que c'est un championnat, c'est le WEC, et donc il y a 8 courses à travers le monde, hein. Ça va à Imola, ça va à Bahreïn, ça va aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il faut que les solutions de ravitaillement, elles existent partout dans le monde. Et donc pour l'instant, on travaille plus sur une station mobile. Et la diapo d'après, c'était juste pour insister aussi sur les aspects sécurité. Et là, je me suis fait aider par les gens de chez Teledyne qui ont équipé en fait la station d'un détecteur de flammes. Et comme à chaque fois qu'il y a des questions très techniques, je laisse les spécialistes parler. Donc, la diapo d'après, c'est les coordonnées de Régis Lacocque là, qui m'a aidé sur cet aspect technique. Donc, si vous avez des questions très pointues à lui poser, vous avez ses coordonnées. Mais encore une fois, pour conclure, pour conclure, je dirais que voilà, on passe à l'hydrogène liquide, ce qui va allonger en fait l'autonomie des véhicules, ce qui est super. Il y a une norme commune au niveau mondial, ce qui est super. Donc, ça va permettre de focaliser un peu la recherche sur ce thème-là. Par contre, on prend 2 ou 3 ans dans la vue avant de voir ces voitures-là apparaître. 2028, quoi. 2028, au mieux. Bon, merci pour cette super présentation. Tous les trois, c'était très clair. Donc, ça donne une bonne vision de ce qui nous attend dans les mois et années à venir. Donc, il y a eu pas mal d'échanges dans les chats. Je vais devoir conclure parce qu'il est 33. Donc, je vous informe toutes et tous que les slides présentés seront partagés sur le site internet Bretagne Hydrogène Renouvelable. N'hésitez pas à vous rapprocher des intervenants qui se sont exprimés ce matin pour toute information complémentaire. J'espère également que nous aurons l'occasion de se retrouver prochainement. Je vous remets là les quelques dates dans le chat, enfin plutôt en visu. Et puis voilà, je pense qu'on a tout vu. Donc encore merci à tous. Et puis je profite des petites secondes pour remercier aussi ma collègue Audrey qui m'a aidé à la technique sur cette émission. Voilà, prochain rendez-vous H de Breakfast. Vous voyez, on fait un saut au mois de juillet et on atterrit début août, et on parlera notamment maritime avec Actemium Marine et EcoConcept qui présentera le Energy Observer 3. Voilà, qui fonctionne plutôt à l'ammoniac. Voilà. Donc, à très bientôt. Bonne journée à tous et au 10 juillet, peut-être. J'espère. À Colpo. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée.